La RN1 inondée à hauteur du village de Hérédougou, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place pour prendre la mesure de la situation. Après constat, des solutions sont diligentées pour parer à toute éventualité. Protection et préservation de l'environnement, l'appel est entendu par le personnel de deux départements ministériels, celui de la défense et des anciens combattants et celui en charge de la communication et de la culture. Sur deux sites différents, les personnels de ces deux ministères ont mis en terre plusieurs centaines de plants. La saison des pluies rime avec pic du paludisme et le département de la santé joue la carte de la prévention. Le deuxième passage de la campagne de chimioprévention est lancé à Lumbila. Plus de 4 millions d'enfants de moins de 5 ans seront touchés. Stratégie de communication de l'AES, des recommandations ont été formulées à l'issue d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs. Une rencontre ministérielle va valider très prochainement les conclusions. Actualité à suivre dans la page AES. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce 20h sur la RTB. Avant de développer ces titres, nous portons à votre connaissance ce message du président de la Confédération des États du Sahel suite aux inondations survenues dans les États de la Confédération. Je cite: « J'ai suivi avec une vive émotion les inondations meurtrières qui ont causé ces derniers jours de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels importants dans l'espace de la Confédération AES. En ces douloureuses circonstances, au nom de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, et le général de brigade Abraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, et en mon nom, j'exprime mes sincères condoléances et ma profonde compassion au peuple de la Confédération AES, meurtri par ces catastrophes naturelles. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et implore la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes des disparus. Je salue les efforts des gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, ainsi que l'élan d'entraide et de solidarité des populations de l'AES en vue de porter assistance aux sinistrés. Puisse Dieu bénir la Confédération AES et protéger notre peuple. Bamako, le 24 août 2024, c'est signé Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Vous le savez, Madame, Monsieur, la RN1 à hauteur du village de Hérédougou, à cheval entre Pa et Boromo, est submergée depuis des jours par les eaux. Conséquence, le trafic routier est pratiquement impossible dans les environs. Une délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux du sinistre et des instructions ont été données pour parer à toute éventualité. Bernard Kombelem et bienvenue Tansa était sur place. Hérédougou, 3 jours après le sinistre. L'eau n'a pas encore libéré les lieux, l'alerte reste de mise. Dans un élan de compassion et de solidarité à l'endroit de toutes les personnes affectées par cette situation, une délégation gouvernementale, d'abord à Boromo, où des échanges sont engagés avec les transporteurs routiers avant d'atteindre le périmètre inondé. Des échanges francs et fructueux qui confirment que ces professionnels du transport en chômage technique ne sont pas abandonnés à leur sort. Tout le monde est garé pendant 2-3 jours, c'est pas chose aisée, donc le trafic routier est carrément suspendu. Et le fait de venir remonter déjà le moral, c'est déjà bon. Donc on ne fait que remercier les autorités qui ont été appuyées par les autorités locales. Voilà, donc comme c'est un phénomène naturel, je crois que d'ici là, les gens vont travailler vraiment à ce qu'on puisse trouver une solution palliative. L'on dénombre 75 ménages affectés du côté du village de Hérédougou et 37 à Boro pour un total de 827 sinistrés. Leurs besoins prioritaires urgents restent les abris, l'alimentation et l'eau potable. Actuellement même, nous avions déjà affrété un camion de vivres et d'effets d'habillement et autres matériels pour pouvoir les soutenir. Mais nous comptons avec l'accompagnement des responsables, des autorités administratives locales, identifier un site un peu loin de la zone inondable afin d'ériger des abris d'urgence. Un autre objectif de cette sortie gouvernementale est de faire en sorte que cette situation devenue répétitive ne se reproduise plus. Nous avons été pendant
mandaté par son Excellence le Président du Faso et son Excellence le Premier ministre, et venir voir effectivement des visites ce qui se passe effectivement sur le terrain. On sait qu'il y a plein de désagréments qui se sont posés, notamment pour les usagers de la route et aussi pour les riverains. On avait instruit effectivement de commanditer des travaux, des études, pour qu'on puisse résoudre définitivement le problème d'immersion d'eau ici. Donc c'est les études en tout cas que nous avons nous amènent à avoir un ouvrage de 70 mètres, un pont, qu'on va construire en aval à 80 mètres de cet ouvrage-là. Et on va rehausser totalement la ligne rouge pour permettre aux eaux de couler normalement. Pour toute infrastructure qui est mise en place, notamment routière, il faut la question de la végétalisation. Voilà, il faut reboiser le maximum. Ça permet d'amoindrir ce que nous avons comme situation. Et en tant que département en charge de l'eau, nous allons travailler également à la mobilisation des eaux de surface. Parce que vous voyez tout ce qui est tombé. D'ici une semaine, on ne verra plus. C'est parti où? Donc ça va se retrouver dans la mer. Donc on peut les mobiliser et les utiliser autrement, tels que les barrages que nous avons. À l'heure actuelle, difficile de faire une évaluation exhaustive des dégâts en raison du statu quo. Et au moment où nous quittions les lieux, le trafic routier était toujours à l'arrêt sur ce tronçon de la RN1. Les Burkinabés vivant en Turquie plutôt, expriment leur solidarité à la mère patrie confrontée à la lutte contre le terrorisme. Ils ont mobilisé plus de 6 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de paix. C'est donc le fonds de soutien patriotique qui se trouve renforcé avec cette remise de chèques, suivie par Césaire Carfo et Moumouni Wanga. Ils sont loin de la mère patrie, mais sensibles à la situation difficile que traverse la nation. Par la remise de ce chèque de plus de 6 millions de francs CFA, la communauté des Burkinabés vivant en Turquie répond à l'appel à contribution à l'effort de paix lancé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous espérons que cette contribution pourra aider à renforcer les initiatives en cours et apporter un soutien tangible aux projets de développement et de stabilité. Cette contribution réunie, après 7 mois d'efforts collectifs, est une première phase. Tout comme les opérations se poursuivent, nos efforts de soutien multiformes se poursuivent également et ils n'auront de cesse qu'avec le retour définitif de la paix dans notre cher pays. Les fonds ont été collectés auprès des ressortissants burkinabés. À cela s'ajoutent les contributions des amis et sympathisants du pays des hommes intègres vivant en Turquie. Par ce geste, les donateurs expriment leur reconnaissance aux autorités burkinabées et aux forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis dans le cadre de la reconquête de l'intégrité du territoire. Grâce aux contributions qui viennent de part et d'autre de nos frères et sœurs qui ne sont pas au Burkina avec nous, vous avez permis au gouvernement de mobiliser les moyens pour les forces de défense et de sécurité, de mobiliser les moyens pour les volontaires pour la défense de la patrie, de mobiliser des ressources pour pouvoir financer des politiques publiques nous permettant
pour un meeting. Les acteurs ont réitéré leur soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et aux autres chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. L'ambiance qui a prévalu avec Siedi Larien et Moussaki. Une marche de soutien à la transition à Boussé, chef-lieu de la province de Kourouégo. Drapeau burkinabé, russe et pancarte à main. Ces militants et sympathisants de la Fédération des associations Burkina Rempart arpentent quelques artères de la ville sous les signes de leur soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Direction le rond-point de Boussé pour également un meeting. Là, les différents intervenants saluent les actions et la vision des autorités de la transition. Nous sommes engagés pour accompagner le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans ces initiatives nobles qu'il poursuit, à savoir la conquête dans l'indépendance totale, dans la souveraineté absolue de notre pays. Nous, les femmes, nous sommes très contents de se mobiliser aujourd'hui pour accompagner notre président capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons cotisé déjà de l'argent. On a déposé auprès de nos autorités pour le fort du paix du Burkina Faso. Jeunes, représentantes des femmes, autorités coutumières, tous s'appellent les Burkinabés à accompagner les initiatives du chef de l'État. Depuis l'avènement du 30, tous les jours, il y a des meetings de soutien. Et nous, les doyens, nous nous sommes constitués pour les accompagner. Voilà pourquoi nous avons quitté Ouagadougou pour venir encourager la coordination de Burkina Rempart, Boussé, dans cette dynamique de soutien. Qui soutient le président soutient lui-même, qui soutient du président soutient le Burkina Faso. Les actions qu'il pose pour le développement du Burkina Faso et surtout la reconquête du territoire, nous sommes très contents et nous portons notre soutien à lui à jamais. Ces manifestants rendent également un hommage aux forces combattantes engagées pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Tous implorent ici Dieu et s'engagent pour la paix, le vivre ensemble au Burkina Faso. Avant cela, les organisateurs ont mis en terre quelques plans au Haut Commissariat de la province du Kourouégo. Une opération de collecte de sang a mobilisé plusieurs personnes à Réau dans le Sanguier ce jour 24 août. L'idée émane de l'association Initiative pour le Développement qui a une pensée envers les forces combattantes blessées ou malades du paludisme ou de la dengue. Plus de 200 poches de sang sont attendues, nous indique Alassane Tchandrbego et Pini Dignan. La population de la province de Sangué se mobilise. Chacun veut donner un peu de son liquide précieux pour secourir les combattants blessés et les paludiens. Pour cela, il faut compter sur le ministre en charge de la justice. Une action qui répond à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, comme vous le savez, nos forces combattantes sont au front. Ils ont accepté quelquefois le sacrifice suprême pour la nation. Et nous qui sommes en ville, nous faisons ce geste pour dire que nous sommes avec eux et nous les soutenons dans cette lutte commune. Cette collecte de sang est l'œuvre de l'association Initiative pour le Développement Local. À travers cette cérémonie, elle joue sa partition patriotique pour sauver des vies. Il n'y a pas cet homme-là, tu ne peux pas apporter une part quelconque au développement de la société ou en appui ou en soutien aux forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que nous avons estimé que donner son sang est à la portée de tout le monde. Le besoin de sang pour nos forces de défense et de sécurité, nous avons donc pensé qu'il était très important que notre part de colibri soit apportée une fois de plus. 100 à 200 poches sont les besoins en sang par semaine. Dans le centre-ouest, Suégère Salvatore de l'association vient combler un vide. Actuellement, le palud sévit beaucoup. Les enfants sont anémiés, les femmes enceintes anémiées. Donc, et pourtant, la population cible qui était les élèves qui devaient nous procurer du sang ne sont plus là. Donc, ces événements qui nous viennent en aide beaucoup pour aider les malades qui sont sur les lits des hôpitaux. L'association Initiative pour le Développement Local est née en 2017. Elle est présente sur toute l'étendue du territoire burkinabé.
Elle prône un développement autocentré. Elle intervient dans les domaines de la santé, de la culture, du social et bien d'autres. La reconversion des VDP après le front, on en parle également ce soir. Plusieurs VDP prennent part à Ouagadougou à une série de formations dans le domaine du froid. Une idée de l'entreprise New Cold System soutenue par la Brigade nationale des volontaires pour la défense de la patrie. Césaire Carrefour, Romial Patristoui. Des volontaires pour la défense de la patrie à l'école de Madissa Kandé, expert dans les domaines du froid. Ces VDP apprennent ici les b.a.-ba de la climatisation et de la réfrigération. Dans le processus de surgélation, nous, on ne le fait pas ici. On essaie de congeler, donc on concasse tout, on prise tout dedans et à la fin de compte, vous sortez le poisson, là il est fourni comme ça, mais il est congelé. Près de 500 VDP ont déjà bénéficié de 2 séries de formations. Dans ces domaines du froid, à terme, Madissa Kandé envisage outiller 1 millier de combattants. Disons que c'est une contribution patriotique gratuite qui mire aussi à préparer les VDP à l'après-crise. Et il faut qu'ils apprennent quand même quelque chose qui puisse les servir pour leur vie future, entre guillemets, au-delà de l'activité de VDP. La hiérarchie militaire salue l'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la reconversion des combattants. Nous produisons donc des tomates et en temps, je pense qu'il y a eu quand même quelques caisses, mais ce n'était pas beaucoup. Donc il faut des choux, parce que les gens n'ont pas pu quitter la bourse pour venir enlever à temps, quoi. Donc ça les amène à comprendre ce que c'est que produire et stocker. Pour l'expert en réfrigération et en climatisation, le froid est un domaine d'avenir. C'est un pilier sur lequel le Burkina Faso peut s'appuyer pour son développement socio-économique. Le froid peut créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse, la question de santé. Donc le froid, c'est un secteur transversal qui sert aujourd'hui, mais surtout à construire des bases pour l'avenir. On ne peut pas parler de développement socio-économique dans un pays sans développer le froid. Vous allez considérer un train et les rails sont l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'autre rail, c'est le secteur du froid qui peut permettre le train de bouger. Sinon, votre train ne bougera pas parce que vous allez produire et vous allez jeter. L'expert Sakandi invite dans ce sens les plus hautes autorités du pays à mettre en place une agence nationale de développement du froid. Une agence qui va piloter toute la politique étatique en matière de réfrigération et de climatisation. Nous vous l'annoncions, le département en charge de la défense et des anciens combattants participe à la protection et la préservation de l'environnement à travers un reboisement. Plusieurs centaines de plants sont mis en terre par le personnel militaire et civil dans l'enceinte même du ministère. On assiste avec Conson Koulibaly et Romial Patristoui. Un baobab planté pour les générations futures de la part du ministre d'État Kassoum Koulibaly. Et c'est parti pour cette opération de plantation d'arbres au sein du ministère de la Défense et des anciens combattants. En plus d'être engagé pour la reconquête du territoire national, ce ministère est également au front pour le reverdissement du Burkina. L'appel a été lancé par le chef de l'État et le Premier ministre l'a concrétisé, vous vous souviendrez, le 22 juin à Bobo. Il faut se dire que le ministère de la Défense est aussi dans la droite ligne de la politique gouvernementale qui est appliquée, où il a été dit une institution, un bosquet. Et ce matin, on assiste effectivement au lancement pour les forces de défense, les forces armées nationales. Le chef d'état-major prendra relais avec les différentes chaînes de commandement, même à ceux qui sont sur les avant-postes, ils viendront avec les populations avec lesquelles nos éléments cohabitent pour aussi planter des arbres dans la mesure du possible, parce que leur mission essentielle, c'est d'être alerte et vigilant aux avant-postes. Nous avons peut-être nos calages non loin de nous pour faire cette plantation, mais même en plantant, on sait qu'on doit défendre chaque millimètre carré de Burkina Faso, on en est conscient. Personnel militaire et civil du ministère, associations féminines partenaires et autorités coutumières sont également présents pour cette opération de reboisement. La femme doit agir là où elle peut pour accompagner son frère, son mari, pour pouvoir lui donner la force nécessaire de combattre. Et ils nous ont montré à souhait
qu'ils ont brandi leur poitrine pour nous aider à récupérer nos terres. Quoi de plus noble que de les accompagner? Le général de brigade Kassoum Koulibaly invite les Burkinabés à s'investir davantage dans la plantation d'arbres pour un Burkina Faso plus vert et plus prospère. Les professionnels du département en charge de la communication et de la culture consacraient leur temps à une activité similaire. Eh bien, à la Bibliothèque nationale du Burkina, des centaines de plants sont également mis en terre. Les acteurs ont pris l'engagement de mettre l'accent sur l'entretien de ces arbres qui viennent d'être plantés. Nongbakuda, Moumouniwanga. Samedi vers au département en charge de la culture. Sur ce site de la Bibliothèque nationale du Burkina, premiers responsables et agents du département font œuvre utile par cette plantation d'arbres. Le ton est donné par le chef d'orchestre, le ministre d'État, ministre en charge de la communication, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Si vous avez regardé, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, notamment donc des manguiers, des citronniers, mais aussi d'autres types d'arbres qui font beaucoup d'ombre. Je pense que la vision est claire, il faut se planter utile. C'est l'occasion aussi de passer le message à tous les collaborateurs, à tous les agents du ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, partout où ils sont, de pouvoir aussi s'inscrire dans cette dynamique-là, afin donc de planter, comme on le dit, une fois qu'on a planté un arbre, qu'on l'a entretenu, on n'aura pas vécu de façon inutile. Si cette action entre en droite ligne de la politique nationale de l'arbre, son exécution en ces lieux revêt tout un symbole. Nous avons choisi ici le site de la Bibliothèque nationale du Burkina, qui se trouve ici à Ouagadougou. C'est l'un des projets les plus ambitieux au niveau du département ministériel. Et nous avons pour objectif de faire en sorte de concrétiser ce projet de bibliothèque nationale. Mais en attendant la mise en œuvre, il était donc indiqué de venir déjà mettre un peu de verdure sur le site. Quand on parle de bibliothèque nationale, beaucoup ont la faiblesse de penser souvent qu'il s'agit juste d'un bâtiment pour entreposer des livres. Il s'agit d'un projet d'érection d'une structure multifonction. Du côté de la structure d'accueil, l'on met déjà les petits plats dans les grains pour un franc succès de cette opération. Nous saluons à juste mesure cette initiative. En 2021, la bibliothèque a abrité une campagne de plantation d'arbres et le taux de survie est de 95%. Et donc, cette fois-ci, nous prenons l'engagement pour vraiment entretenir ces plants. Plus d'une centaine de plantes composées essentiellement d'arbres fruitiers dont des manguiers sont donc mises en terre. L'idée à travers ce reboisement, c'est d'offrir un cadre agréable à la dimension du projet de la Bibliothèque nationale du Burkina. À Fadangourma, des personnes déplacées internes et autres sont outillées en technique de production de volailles. La formation est assurée par l'association Tinabi avec le soutien de son partenaire Fandiba Service. Chaque participant a reçu un kit d'installation estimé à près de 200 000 francs CFA. Désiré Ilboudo, Joël Tendambiga. L'association Tenabi, connue sous le slogan « Ensemble pour le développement », en collaboration avec son partenaire Fandiba Service, soutient les personnes touchées par la situation sécuritaire dans la commune de Fadangourma. Pendant une semaine, ces hommes et femmes ont bénéficié d'une formation de base en aviculture. Cette initiative vise à renforcer leur résilience et à favoriser leur insertion dans le tissu économique local. Ça va beaucoup m'aider parce qu'avec la situation, quand tu as ça dans ta famille, tu l'élèves, tu peux sortir, aller faire d'autres travaux et revenir encore les nourrir et puis encore partir le faire. C'est vraiment dire merci à Fanma Service. Au total, une vingtaine de personnes ont reçu des kits d'installation d'une valeur de formation. Cette formation consiste à les amener à croire en eux-mêmes, à les amener à considérer nos ressources locales, à les amener à savoir que chacun doit chercher la connaissance avant d'entreprendre pour qu'il réussisse. Nous avons fait appel à un vétérinaire qui a donné la formation, mais il y aura aussi un autre vétérinaire qui sera chargé de les accompagner au niveau des soins. Les bénéficiaires qui souhaitent partager leur savoir avec leurs pairs, experts, que d'autres organisations humanitaires suivront l'exemple
de ces initiatives. Le projet Réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle et à la problématique des déplacements des populations de la commune de Gourcy est à son terme. Les acteurs de mise en œuvre de SOS Sahel Burkina, porteurs donc de ce projet, partagent les résultats atteints au cours d'un atelier sur place à Gourcy. Issa Kanana nous en parle. Un bilan satisfaisant après une année de mise en œuvre. L'heure est au bilan pour l'ensemble des acteurs engagés dans le projet de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle et à la problématique des déplacements des populations dans la commune de Gourcy. Un projet mis en œuvre par l'ONG SOS Sahel Burkina avec un impact significatif sur les populations bénéficiaires. On peut citer entre autres la réalisation de 104 abris d'urgence, la distribution de 110 kits d'articles ménagers essentiels, la réalisation de 2 forages, la dotation de 80 kits d'hygiène complets à des PDI et communautés autres, la dotation à 200 ménages de lampes familiales solaires. Nous nous félicitons de ce processus engagé qui va se poursuivre dans les prochains mois. Cet atelier de Gourcy vient donc clôturer ce projet lancé en septembre 2023. Le lieu pour les bénéficiaires de traduire toutes leurs satisfactions et leurs reconnaissances à l'ensemble des acteurs du projet. SOS Sahel Burkina nous a beaucoup aidés. Nous les remercions. Nous saluons également les autorités et la population de Gourcy. Que Dieu fasse prospérer leur activité et que la paix revienne au Burkina Faso. Depuis sa création en mai 1982, l'ONG SOS Sahel International Burkina met en œuvre des projets et programmes pour répondre aux besoins des populations. Elle s'engage par ailleurs à toujours jouer sa partition dans l'assistance aux personnes déplacées internes. Le 6 novembre 2023, une délégation burkinabé était à Genève pour le 4e cycle de l'examen périodique du Burkina au profit des entités du système des Nations Unies. 265 recommandations ont été formulées, dont 206 acceptées par le Burkina. Hier, 23 août à Ouagadougou, le département en charge des droits humains a présenté donc ses recommandations aux acteurs chargés de la défense des droits de l'homme. Konsoun Koulibaly, Fanta Ouattara, Moussaki. 206 recommandations sont acceptées par le Burkina Faso en matière de droits humains. Des recommandations formulées lors de son passage au 4e cycle de l'examen périodique universel au profit des entités du système des Nations Unies. La présente rencontre vise à restituer les résultats de l'examen aux acteurs de promotion et de protection des droits humains. Elle permettra également de mieux assurer la vulgarisation de ces recommandations. Le 6 novembre 2023, le Burkina Faso est passé pour la 4e fois consécutive à l'examen périodique universel EPI à Genève, en Suisse. Et à cette occasion, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de notre pays. Ces recommandations sont entre autres l'amélioration des conditions de détention, le respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, la prise en charge des victimes de terrorisme, la protection des enfants contre le mariage précoce et la lutte contre les violences basées sur le genre et l'efficacité des droits sociaux et économiques. En dépit du contexte sécuritaire difficile et de l'impact des mesures restrictives dues à la Covid-19, notre pays a enregistré un taux de 88,04% de mise en œuvre des recommandations issues du 3e cycle périodique de l'EPU. Ce taux traduit la ferme volonté de l'État au respect, à la protection et à la mise en œuvre de tous les droits humains. L'examen périodique universel est un mécanisme qui permet d'évaluer les performances de chacun des 193 États membres des Nations Unies sur la situation des droits humains. Dans les jours à venir, des sessions de restitution vont être organisées au profit des acteurs de mise en œuvre des recommandations de la région du Sahel et des députés de l'Assemblée législative de transition. Une meilleure prise en compte de la nutrition dans le budget de l'État, c'est le plaidoyer mené auprès de l'Assemblée législative de transition. Plaidoyer porté par le consortium Roaïtou Gros du Burkina qui a convié donc les parlementaires à un atelier à Ouagadougou. Le compte rendu est fait par Moussaki.
Une rencontre de plaidoyer pour plus de financement en faveur de la nutrition au Burkina Faso. L'initiative est portée ici par le consortium Right to Grow et le réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle. Il s'agit ici de convaincre les députés de la nécessité d'allouer des moyens adéquats au volet nutrition, surtout dans ce contexte marqué par le déplacement des personnes pour cause d'insécurité. Il était très important de porter ce plaidoyer parce que, comme vous le savez, la crise sécuritaire et humanitaire auquel font face notre pays depuis quelques années a remis en cause certains accords de notre pays, donc rendant difficile la situation sécuritaire, la situation alimentaire. L'Assemblée législative de transition, par la voix de ses représentants, apprécie positivement cette conjugaison d'efforts des OSC pour la promotion de la nutrition au Burkina Faso. Les responsables de l'institution s'engagent à leur tour à plaider auprès du gouvernement pour le respect de ses engagements avec une allocation de 3% du budget à la lutte contre la malnutrition. Il s'agit essentiellement de plaider pour l'augmentation du budget de l'État en faveur de la nutrition, parce que notre pays s'est engagé à aller jusqu'à 3%, et jusque-là nous sommes à 1,72. C'est aussi plaider pour que l'ancrage de la nutrition qui est désormais au niveau de la présidence puisse être opérationnel. Depuis 2021, nous avons un décret qui peine à être opérationnel. Nous pensons qu'il est temps qu'au niveau de l'État, des mesures puissent être prises pour opérationnaliser cela. Et enfin, nous pensons également qu'il est important que le droit à l'alimentation puisse être un droit inscrit dans notre Constitution. Au cours de cette réunion de plaidoyer de Ouagadougou, les participants ont droit de communication sur les engagements pris par le Burkina Faso en matière de nutrition, sur l'impact du droit à l'alimentation, sur les politiques et programmes de nutrition. L'objectif est de mobiliser les parlementaires et bien d'autres partenaires pour la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. L'actualité dans le domaine de la santé nous conduit à Lumbila pour le lancement du deuxième passage de la campagne de chimioprévention du paludisme. Les distributeurs communautaires vont encore parcourir les concessions afin d'administrer les doses aux enfants de moins de 5 ans. Plus de 4 millions d'enfants verront alors leur protection contre le paludisme renforcée grâce donc à cette campagne. Franck Ouedraogo, Chantal Ouedraogo. Sous cette pluie battante, les acteurs de la santé restent mobilisés en ce deuxième passage pour la chimioprévention du paludisme saisonnier CPS+. Le ton est ici donné à Lumbila, dans la famille Ilboudo. Accompagnés de la délégation, les distributeurs communautaires administrent les doses aux enfants de la tranche d'âge de 3 mois à 5 ans. J'ai la certitude qu'à travers en tout cas ce traitement, nos enfants seront protégés contre le palu. En tout cas, nous, on s'engage à suivre le traitement comme il se doit pour protéger les enfants des malades. Le département en charge de la santé et ses partenaires affichent ainsi une détermination à toucher l'ensemble de la cible pour une meilleure protection des enfants contre le paludisme. C'est la saison de haute transmission. Et depuis la fin du mois de juin, nous sommes en croisade contre le paludisme. Et ce deuxième passage va permettre de couvrir un peu plus de 4 700 000 enfants de 3 mois à 59 mois. Ça va être aussi l'occasion pour les distributeurs communautaires de sensibiliser les population afin qu'elle puisse détruire encore une fois les gîtes larvaires. Cette campagne va être aussi l'occasion de dépister les enfants malnutris. C'est avec joie que le PMI, avec tous les partenaires, nous participent à cette activité et nous espérons qu'en ayant justement une couverture assez importante, on va certainement réussir à protéger les enfants, mais aussi avoir un impact important sur les cas de paludisme au Burkina. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier se mène sur toute l'étendue du territoire. Elle est associée à des séances de vaccination des enfants contre le paludisme. Les acteurs en charge de la santé multiplient ainsi les stratégies et les moyens
pour garantir une protection des enfants durant cette période critique de la maladie. Un atelier s'est tenu au Mali sur la stratégie de communication des pays de l'AES. Des recommandations formulées et le ministre en charge de la communication du Mali rassure quant à l'accompagnement des autorités des 3 pays. On apprend qu'une rencontre ministérielle se tiendra très prochainement pour valider donc les conclusions. Les détails avec Thiédié Camara et Kadida Toukone de l'UTM. Ainsi, les bases sont jetées pour une guerre communicationnelle au Sahel. Une guerre communicationnelle pour mettre fin aux désinformations et aux fake news à l'encontre des pays membres de l'AES. Les experts des 3 pays, durant 2 jours, ont mis ensemble leurs connaissances, leur expérience et leurs projets afin d'établir dans la cohérence un document qui servira de boussole pour une stratégie de communication de l'AES. Au terme des travaux, des recommandations sont formulées. Les thèmes de référence de l'élaboration de la stratégie de communication, le plan d'action pour la commémoration de l'an 1 de l'AES, des propositions de logo de la Confédération de l'AES et leur déclinaison, les cahiers de charges de la plateforme numérique de l'AES, l'ossature de la plateforme numérique de communication de l'AES. Pour sa part, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a rassuré les participants quant à la bienveillante attention que les autorités des 3 pays accorderont aux conclusions de cet atelier. Dans le cadre de la pérennisation de nos actions, je vous engage à poursuivre la réflexion pour faire face aux nombreux défis auxquels nos pays font face, en particulier sur le volet communication et numérique dont il est question au cours de la présente rencontre. Les travaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance entre toutes les parties prenantes et les participants ont pris l'engagement de maintenir cette dynamique amorcée pour atteindre les objectifs visés. Une collaboration saluée par les ambassadeurs accrédités au Mali, du Niger et du Burkina Faso. Étant donné que la communication de nos jours occupe une place de choix dans nos communautés, il était question pour nous de mieux harmoniser la façon dont nous allons nous adresser à nos communautés. Nous, on va démontrer le contraire à travers cette stratégie de communication pour prouver au monde entier que c'est une vision positive pour nos pays, pour l'espace du Littoral qui a été décidé par nos 3 chefs d'État de se mettre en commun pour travailler pour une population, pour défendre les intérêts, défendre nos ressources pour l'intérêt des populations de l'espace du Littoral gourmand. Les conclusions de cette rencontre seront soumises aux 3 ministres en charge de la communication de la Confédération des États du Sahel pour validation. Du côté du Niger, nous prenons des nouvelles de la 3e conférence panafricaine sur la gouvernance sémencière. Il est attendu des propositions de stratégie adaptées pour la sécurité alimentaire, mais aussi des recommandations pour le renforcement des espaces de dialogue entre décideurs politiques et organisations paysannes sur la gouvernance sémencière. Imran Boubacar Maïga et Rachida Seni Diori de la RTN. Après le Sénégal en 2022, la Tanzanie en 2023, c'est au tour du Niger d'accueillir cette année 2024 donc les 92 organisations membres de l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire AFSA pour la conférence panafricaine sur la gouvernance des semences. Les participants vont échanger pendant 3 jours sur les moyens devant permettre d'analyser la contribution des systèmes de gouvernance sémencière à la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique. La semence constitue la vie d'un paysan. Nos partenaires de AFSA ont trouvé juste vraiment le mot en lançant en 2023 la campagne dénommée « Ma semence, ma vie ». Depuis des millénaires, nos paysans et paysannes sont les gardiens des savoirs et du patrimoine génétique endogène des communautés locales. Face aux défis liés au changement climatique, une politique agricole qui protège et valorise la recherche locale, notamment les semences traditionnelles, est nécessaire. Une dynamique dans laquelle se sont déjà engagées les autorités du CNSP pour une souveraineté alimentaire. Dans un pays comme le Niger, qui subit de plein fouet les effets néfastes du changement et de la stabilité climatique, la réalisation de la souveraineté alimentaire passe nécessairement par le développement de nouvelles variétés améliorées
basée sur les connaissances endogènes et la mise en place d'un système efficace et dynamique de concertation et d'approvisionnement en semences de qualité aux agriculteurs. C'est pourquoi notre pays s'est résolument engagé dans la production et l'utilisation des semences, des variétés améliorées à travers l'adoption d'une politique sémencière tournée vers une production massive de semences qui fait intervenir la recherche agronomique, les privés et les paysans. Présent à la cérémonie, le président de l'AFSA, Hakim Baliren, s'est exprimé en anglais sur l'apport positif que l'engagement des autorités partenaires et acteurs, directs ou indirects, peut apporter dans la quête d'une souveraineté alimentaire en Afrique. Littérature pour la suite de l'édition avec cet essai intitulé CARFA, le manuel de l'émancipation. L'ouvrage porte la griffe de notre confrère Wagné Zerbo qui invite les États d'Afrique à mettre en avant les pratiques endogènes dans leur quête d'émancipation. La dédicace de l'œuvre avec Moussaki. CARFA, le manuel de l'émancipation, premier essai politique de Wagné Zerbo. L'ouvrage dénonce l'aliénation mentale de l'Afrique. Pour Wagné Zerbo, cette réalité résulte bel et bien de la colonisation et de l'esclavage. L'auteur appelle donc dans cette œuvre à une prise de conscience pour la libération du continent. Ce qu'il appelle renaître sous son identité originelle afin d'accomplir son destin en tant qu'être humain. Le contenu, c'est en deux phases. La première phase, j'ai d'abord énuméré les mentalités, ou du moins les goupilles mentales dont on se sert pour nous maintenir. Ils sont de 4 ordres. La deuxième phase, c'est comment est-ce qu'ils sont parvenus à utiliser ces 4 mentalités pour nous attacher et comment est-ce qu'on arrive à les délier et surtout à se rétablir au centre de notre origine et au centre de nos aspirations originelles. Wagné Zerbo est journaliste et réalisateur. Passionné des technologies, de l'information et de la communication TIC, il crée en 2010 le projet TIC du Faso pour doter les collectivités territoriales de compétences dans l'utilisation des TIC. CARFA, le manuel de l'émancipation, comprend 102 pages subdivisées en 8 chapitres. Il se veut un accompagnement des autorités burkinabées dans la lutte contre l'impérialisme. L'ouvrage sert également d'appui pour le maintien de la flamme du patriotisme chez la jeunesse burkinabé. Il coûte 3000 francs CFA et est disponible à la librairie Mercury. Sport à présent, Tunis va abriter le championnat 2024 de karaté-do. Naturellement, les étalons karatéka U21 vont y prendre part, mais avant, ils se donnent les moyens pour être au top de leur forme. Séance d'entraînement donc avec Ismaël Ouidrago et Abdoulaye Kabouri. Sur ce plateau de l'École nationale des douanes s'entraînent les étalons karatéka U21. Ils se préparent pour le championnat d'Afrique de karaté-do qui se tiendra du 2 au 8 septembre prochain à Tunis, en Tunisie. Le directeur technique national Corneille Maré et les autres encadreurs font les bouchées doubles pour faire assimiler le savoir à ces jeunes. Les katas, les comités sont revus. Les différentes variantes des techniques du coup de pied, notamment le maïgeri, le yokogeri, le mawashigeri, sont améliorées. L'équipe a commencé déjà la préparation il y a déjà un bout de temps. Ça fait déjà plus de 4 mois que nous travaillons et nous sommes en train d'accélérer le rythme du travail pour pouvoir être donc à la hauteur de l'événement. Alors nous avons 2 grands groupes, un groupe qui va travailler donc sur les katas individuels et équipes et un groupe qui travaille donc sur les comités, c'est-à-dire les combats. Mais il faut retenir que dans l'équipe, il y en a qui sont polyvalents, qui travailleront également aussi bien en kata qu'en comité. Donc nous sommes en train de travailler sereinement et nous pensons que le niveau est assez acceptable. Les techniques, nous avons beaucoup insisté là-dessus, c'est les attaques et les défenses. Et les attaques consistent à aller marquer très vite pour pouvoir se mettre à l'abri. On a appris comment aller avec les maïtés, comment aller avec les kizami diakou et comment aller avec les mongoshi. Surtout les coups de pied qui donnent les 2 points et 3 points.
c'est très nécessaire quand souvent on est nominé. Ces jeunes karatékas se disent prêts. Donc on a nos techniques à nous qu'on essaie de performer et aussi les techniques que les coachs nous ont appris depuis ces 4 mois jusqu'à maintenant. Nous avons les esquives des Maïté Diakou, des Maïté, comment il faut les feinter ou comment il faut les contrer. Je pense qu'avec ça on a le bagage nécessaire pour la lutte. Les étalons karatékas comptent faire mieux que leurs aînés qui avaient obtenu 4 médailles de bronze l'an dernier. À Dori, la 6e édition du tournoi Espoir a livré son verdict. Ce tournoi qui participe à la promotion de la cohésion sociale dans la région du Sahel. Eh bien, l'équipe de Panama remporte la Palme d'Or en venant à bout de l'équipe de Casamance par le score d'1-0. Ibrahim Kagone et Seni Touré nous relatent les moments forts du match suivant. C'est la 6e fois que Oumaro Diko tient sa promesse de rassembler les amoureux du ballon rond ici à Dori. Et pour la finale de cette 6e édition, Panama FC en bleu croise Casamance FC. Une finale où Panama FC se montre plus dangereux et finit par ouvrir le score à la 7e minute. Ce score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Panama FC vainqueur repart avec le trophée, les médailles, un jeu de maillot et une enveloppe financière de 150 000 francs CFA. Casamance FC se console avec une enveloppe de 100 000 francs CFA, des médailles et un jeu de maillot. Mais on est un peu malheureux de ne pas avoir allé jusqu'au bout. On aimerait vraiment remporter, mais malheureusement, ce n'était pas notre année. Si on savait que c'était une bonne équipe qui jouait bien au foot. On savait que ça allait être difficile pour nous. Même l'année dernière, ça n'a pas été facile de le battre. L'année passée, on a joué à la même équipe. Mais malheureusement pour nous, ils étaient vainqueurs. Et cette année, on s'est croisés encore. Et heureusement pour nous, on a pris pour nous. Pour cette finale, ils sont nombreux ces supporters à faire le déplacement. Et c'est ce qui est recherché par les organisateurs. On a essayé de faire la cohésion sociale, de un. Et deuxièmement encore, c'est pour réunir tout le monde, pour essayer de retrouver la cohésion sociale et puis la paix. Surtout, on a besoin de la paix. Nous avons assisté à une très belle prestation de la part des deux équipes. C'est vrai, le meilleur a gagné, et l'équipe de Panama. Et l'esprit a été respecté, à savoir l'esprit d'équipe de solidarité qui vise à renforcer la cohésion sociale. Débuté le 22 juin dernier, elles étaient 16 équipes à prendre part à ce tournoi. Et le comité d'organisation donne rendez-vous à l'année prochaine pour la 7e édition. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à vous tous qui avez été des nôtres. Sekou Zongo sera avec vous à 23h pour la dernière édition de l'actualité. Très belle soirée en compagnie donc des programmes de la RTB.